Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la première émission d'Angle Mort. Donc Angle Mort, c'est un des 3 formats du nouveau média C'est réel, qui est un projet collaboratif entre les jeunes POP et le collectif Sud Global. L'idée, c'est d'avoir un média indépendant dans lequel on puisse aborder librement des questions de classe et aussi des questions décoloniales, avec des émissions communes, mais aussi des émissions respectives à chaque organisation. Donc aujourd'hui, il s'agit de la première émission du collectif Sud Global qui portera sur les violences policières. Ces dernières années en Suisse, et notamment dans le canton de Vaud, il y a eu plusieurs cas d'hommes afrodescendants tués par la police. En 2015, la Suisse a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour profilage racial. Parmi ces affaires, on peut citer Hervé Mandundu, tué par balle par un policier en 2016 à B, alors qu'il était dans un état de décompensation psychique. Mike Bempeter, en 2018, tué par 6 policiers qui l'ont étouffé lors d'un plaquage ventral à Lausanne. Et Roger Enzoy Willem, tué par balle par un policier en 2021 à Morges, alors qu'il était également dans un état de vulnérabilité psychique. Pour discuter de ce sujet, on a invité plusieurs militants d'organisations politiques et associatives contre les violences policières qui se sont engagés ces dernières années dans ce long combat pour la justice et contre l'impunité policière. Alors d'abord, bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci. Alors Chancel, toi tu es président de l'association Akiltour, qui est une organisation qui s'est créée en 2016 après la mort d'Hervé Mandundu et qui a pour but de lutter contre le racisme et de développer le travail communautaire. Mina, tu es membre du collectif Kiboko, renommé Justice pour Mike, qui s'est formé en 2018 après la mort de Mike Bempeter, en soutien à sa famille et qui lutte par différents moyens contre les violences policières. Louis, tu fais partie de la coordination Justice for Enzoy, créée en 2021 après la mort de Roger Enzoy Willem, en soutien à sa famille et qui, comme Kiboko, lutte par différents moyens contre les violences policières. Et enfin, Elodie, toi, tu es membre du collectif Sud Global, qui est un collectif de lutte contre le racisme, l'impérialisme et la colonisation. Donc voilà, bienvenue à tous. Alors, on va aborder un peu 3 axes. Le premier, ce sera le racisme systémique dans le cas des violences policières et spécifiquement le racisme anti-noir en Suisse. Le deuxième axe, on parlera de l'institution policière en soi. Et après, comme dernier axe, on finira sur les modes d'action et les stratégies de lutte, notamment le recours à la justice, à des formations délivrées aussi pour la police, des formations contre le racisme. Et voilà, on discutera de tout ça. Donc, alors, pour ouvrir un peu la discussion, en quoi, pour vous, ces 3 affaires dans lesquelles vous êtes investis spécifiquement sont le reflet d'un racisme systémique, d'un racisme anti-noir en Suisse? Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Chancel. Allez, je me lance. Du coup, attends, t'arrives à répéter ta question? Ouais. En quoi, voilà, les différentes affaires, notamment, bon, toi, tu t'es mobilisé pour Mike, mais aussi pour Hervé et d'autres, j'imagine. En quoi, pour toi, c'est le reflet d'un racisme anti-noir? Tout simplement, déjà, la première question qui doit se poser, c'est que combien de personnes ont été abattues par la police ces dernières années? Et quand on regarde juste en termes des faits, il y en a, je me rappelle plus des chiffres, mais il n'y en a presque pas beaucoup. Et sur le peu de nombre qu'il y a, c'est que des hommes noirs. Donc juste à cause de ça, on devrait déjà se poser la question, comment ça se fait que dans le même canton, il y a des gens qui sont abattus par la police. Déjà, c'est une question à se poser. Mais comment ça se fait que ces gens-là sont racisés? Donc ça, c'était la première question à se poser. Donc du coup, pour moi, le fait qu'on parle de racisme, ça montre tout simplement que, oui, parce qu'ils sont noirs, je me perds un peu, mais ils sont noirs et que le caractère systémique justement de ces crimes-là, c'est que avant d'être policiers, ces policiers sont des individus, donc ils ont grandi dans un système qui est de base est raciste. On va pas refaire l'histoire, mais la Suisse a un passé colonial et on a toujours l'impression en fait que ce racisme-là, que le racisme est né de cette rencontre entre les Noirs et les Blancs dans les années 70, etc. Sauf qu'il y a bien un passé colonial, un passé esclavagiste dans ce pays-là et que la création justement de la peur de l'homme noir, elle s'est pas fait... elle est là depuis des siècles. Je tiens à rappeler que juste dans le pays à côté, il y avait des policiers, des Noirs et des Arabes. Donc il y a ce racisme-là qui du coup touche toutes les strates de notre société et la police en fait partie. Et donc voilà, je pense que
l'affaire justement qui lie, enfin le point commun de toutes ces affaires, c'est le racisme systémique. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est top, t'inquiète. Mais justement, par rapport à ça, Elodie, toi, je crois que tu voulais aussi évoquer le concept de Naomi Michel qui parle de la Suisse comme un pays colonisateur, mais sans colonie. En fait, justement, pour rejoindre ce que disait Chancel sur l'historique. C'est un peu un impensé en Suisse. On a tendance à laisser cette question-là dans l'angle mort et partir du principe que, étant donné que la Suisse n'a pas eu de colonie à proprement parler, elle n'a pas été imprégnée par l'idéologie coloniale, mais c'est faux, c'est totalement faux. Elle a bien été imprégnée par cette idéologie-là. Après, il y a des exemples. Par exemple, au niveau des exhibitions coloniales, on a été un des derniers pays en Europe à les bannir. Les théories de la race aussi dans les universités qui hiérarchisaient les races entre blancs et non blancs ont été étudiées et enseignées jusqu'à la fin des années 70. Donc la race à un niveau biologique. Ouais. Donc voilà, il y a un peu un paradoxe entre cette idée qui veut que la Suisse a pas été imprégnée par toutes ces idées et puis le fait qu'en fait on a été parmi les derniers pays d'Europe à bannir certaines pratiques qui sont hyper hiérarchisantes Et puis même d'ailleurs aussi par rapport au passé colonial. Il y avait aussi le fait que simplement la Suisse, elle a tiré un grand bénéfice économique de la traite et aussi de la colonisation. Enfin, voilà. Oui, clairement. Puis des entreprises qui sont aujourd'hui hyper prospères, comme Nestlé, Caillé, c'est toutes des entreprises qui ont clairement fait leur prospérité économique sur l'esclavage et sur le pillage des pays du Sud. Moi, je pense qu'en tout cas, pour revenir au cas, c'est sûr qu'ils sont au-delà de ce qu'ils sont en tant que tels, à savoir un crime raciste. Et c'est ça qu'on continue à dire. C'est aussi ce que ça montre du système dans lequel on vit, quoi. Je pense qu'on est aussi toujours sur ces deux niveaux c'est en soi un crime raciste, le cas précis, les cas précis, et après, quand tu les mets en relation les uns avec les autres, qu'est-ce que ça démontre de la société dans laquelle on vit. Donc c'est comme si c'est pas qu'une pointe émergente de l'iceberg, parce que c'est tellement violent, justement. Enfin, c'est là où où la violence matérielle contre les gens, elle agit, c'est via la police. Et puis ce que ça amène à remettre en question, à combattre, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on remet, c'est plus une question, c'est de se dire que la fonction de la police, elle est violente, elle est au service d'un État et d'une idéologie qui veut être violente contre les minorités qu'elle veut rendre subalternes, et puis on en est devant ce constat-là, comment on fait. Puis je pense que au-delà, parce que je pense que la discussion, elle va tourner vers ça, c'est non seulement il y a la police, mais il y a il y a tous les autres maillons de la chaîne pénale, de la société, de l'État qui vont avec. Et puis, comment faire en sorte de combattre ces violences policières quand on est devant quand on sait qu'il y a un manque de données criant sur combien d'homicides, combien de ces homicides sont ensuite traités, combien de fois est-ce que des enquêtes sont ouvertes, combien de fois ça finit au tribunal vraiment. Tout ça, c'est des chiffres qui n'existent pas, et montre aussi à quel point non seulement le judiciaire, c'est-à-dire le ministère public, protège ses policiers, mais aussi l'État, et que c'est une responsabilité qui concerne vraiment toute la société, quoi. Et puis tu parles aussi des gens qui n'ont pas été comptabilisés dans ces meurtres. Et pour connaître des gens qui sont dans des situations irrégulières à Genève, par exemple, parce qu'on parle beaucoup du canton de Vaud, parce que c'est des affaires qui ont été très médiatisées et où il y a eu soit une communauté dont la victime faisait partie intégrante, soit des gens qui sont mobilisés autour. Mais par exemple, à Genève, il y a des gens, du coup, des hommes noirs sans papier qui disent, en fait, je sais je connais cette personne qui est morte et qui est morte dans le Rhône suite à
suite à une intervention policière. Et il y a plusieurs témoignages comme ça, et en fait, c'est des morts qui sont restés anonymes et dont personne n'a jamais pu s'emparer parce que il n'y a pas eu de réseau militant autour, contrairement à, par exemple, Mike ou Lamine. Et du coup, ouais, c'est pas une pointe de l'iceberg, mais c'est une pointe de l'iceberg pour genre la population, parce que en fait, c'est de ces affaires-là qu'on est au courant, mais tout le harcèlement policier aussi qui existe de manière générale, ça, on en parle peut-être moins. Et je sais pas, il y a eu aussi, par exemple, des affaires de flics qui écrivent dans les passeports quand ils font des contrôles, qui écrivent des insultes, etc. C'est une violence qui est quotidienne, en fait, pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ceux qui sont morts, mais il y a ces actes, en fait, c'est des trucs qui se passent au quotidien. Aujourd'hui, je pense que 98%, je pense même pas que j'abuse, d'hommes noirs ou racisés pourront dire qu'ils ont vécu une violence policière ou un contrôle abusif ou un manque de respect ou tout simplement se faire tabasser. Il y en a plein. Et donc, en fait, ces morts-là sont juste le cas extrême d'une pratique qui est perpétuelle, et ça depuis des années. Alors, justement, comment... alors, par rapport à la mise à mort des trois affaires de ces hommes noirs qu'on a évoqués, spécifiquement, mais il y en a eu d'autres, Hervé, Enzoy et puis Mike. Si on revient un peu sur les événements, quels éléments pour vous sont significatifs de ce racisme justement anti-noir et de la manière dont on perçoit et on traite les Noirs dans notre société? C'est sûr qu'après, on reviendra sur... non seulement il y a le moment lui-même où la personne est tuée par la police, dans ces trois cas-là. On reviendra après sur aussi à quel point c'est violent pour la famille par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une violence qui est bien sûr la plus grave de la mort d'une personne, mais il y a après toutes les violences qui s'en suivent, etc. Je pense qu'on reviendra dessus après. Pour le cas d'Enzoy, il y a quelque chose... qui est très criant et qui revient aussi dans l'affaire de Mike pour sûr, c'est la façon dont la police communique entre eux et comment la police communique à leur hiérarchie, comment la police communique à l'ambulance, etc. Et puis il y a un truc que dit la sœur d'Enzoy qui est extrêmement parlant, c'est de se dire qu'au moment où ils appellent l'ambulance, le policier qui appelle l'ambulance ne trouve rien d'autre à dire, alors qu'on parle d'une personne qui s'est pris 3 balles, qui gît par terre, etc., ne trouve rien d'autre à dire à l'ambulance que c'est un homme de couleur. En soi, pour sauver la personne, à ce moment-là, ce qu'elle dit, c'est qu'il y aurait eu tellement d'autres choses à dire pour faire en sorte que la personne soit sauvée. Et ça démontre clairement, et ça explique le comportement de la police qu'elle n'aurait, on peut l'assurer, jamais eu si ça avait été une personne blanche, à savoir... réagir aussi fort, c'est-à-dire il y a une espèce de crainte qui est façonnée par un biais raciste qui est évident, c'est-à-dire une crainte de la part du policier qui le dit lui-même, il dit pas que c'est raciste, mais il y a une crainte qui fait que déjà il tire 3 fois, je veux dire, alors des cas où si ça avait été vraiment une agression contre la police, ce que est déjà de loin pas dit dans ce cas-là, des agressions contre la police où la police arrive à s'en sortir autrement, les exemples, il y en a pléthore, enfin ils sont formés pour ça, ils ont un bâton tactique, ils ont des techniques pour arrêter les gens sans leur tirer dessus. Ça, c'est une chose. Après, ils le laissent par terre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils administrent pas les premiers secours. Ils continuent à avoir peur de lui, alors qu'il s'est pris 3 balles, il est en train de se vider de son sang. Ils le fouillent, ils le menottent et ils le laissent par terre. 4 minutes. 4 minutes. Et puis ça, du coup, ça, on le sait. Il y a une contre-expertise une contre-enquête qui le montre, et puis, cette communication-là avec l'ambulance qui dit c'est un homme de couleur, ça montre pourquoi exactement ils se sont comportés comme ça avec cette personne. C'est-à-dire à peine en le touchant avec les mains, en lui donnant des espèces de traînant son bras avec les pieds pour essayer on ne sait pas quoi, mais en tout cas pas à le sauver, quoi. Donc ça, c'est des trucs très très précis sur le moment qu'on peut dire qui sont... criant de racisme, Et puis qu'en fait, ils basent leur défense en disant que, en fait, si c'était une personne blanche, ce serait exactement le même comportement. Mais pour Mike aussi, ça a été
c'est sorti pendant le procès de deuxième instance, parce que l'année passée, il y a eu un appel. Il y a eu le procès en première instance, et cette année, il y a eu le procès en deuxième instance, où dans les deux cas, les flics ont été acquittés. La première déposition des policiers après avoir tué Mike, il disait, en décrivant ses cris, il disait « l'Africain faisait des sons ». Et en fait, c'est fou parce que dans leur défense, ils disent, en fait, c'est comme s'ils étaient aveugles de la couleur de peau de leurs victimes, mais par contre, quand il s'agit vraiment à vif, après l'action et tout, c'est la première chose qui sort de leur bouche, quoi. D'ailleurs, pendant le procès, il y avait un des avocats des policiers qui a dit oui, mon client, quand il est intervenu, il a même pas vu la couleur de peau de la personne. Genre, il a même pas vu que c'était une personne noire, quoi. Et effectivement, après, il y a toutes ces choses que tu dis qui ressortent où on voit bien le racisme. Voilà, on voit bien qu'ils savaient qu'ils étaient en face d'un homme noir, quoi. Ce qui peut être. Non, vas-y. Non, vas-y. Oui, trop poli sur ce plateau. Ça me fait penser justement à à ces mécanismes de déshumanisation en fait des personnes noires qui sont présentés notamment dans le procès par les policiers et par leurs avocats aussi comme des personnes qui sont hyper dangereuses et hyper menaçantes, qui ont des forces surhumaines, alors que le rapport de force sur le moment il est clairement du côté des policiers. Et ouais, c'est assez frappant de voir comment ces policiers se défendent d'avoir mis à mort quelqu'un, en fait, en invoquant que cette personne seule était hyper dangereuse et menaçante, alors qu'ils sont 6 et qu'ils ont plein de moyens de contrainte, plein d'armes, etc. Donc ouais, il y a vraiment une déshumanisation et une animalisation, en fait, du corps des personnes noires. Ce que je voulais ajouter, c'est que souvent, quand ils disent que si ça avait été un blanc, ils auraient agi pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on a des vidéos d'intervention de policiers qui agissent sur des blancs. C'est-à-dire que nous, on a des échantillons de vidéos, que ça s'est passé dans d'autres gares, où on a aussi des personnes en détresse psychologique, dans le même cas d'un Hervé ou de Nzoï. Et on a vu ces policiers réussir à maîtriser ces hommes. Mais en plus, une des vidéos, par exemple, qu'on a, le mec, il est énorme. Il est énorme, il est peut-être 2 mètres, il est 100 kilos, et ils l'ont maîtrisé. Donc, il y a des cas où on voit vraiment que c'est possible. Ah oui. Et là où on peut reprendre maintenant le caractère raciste de toutes ces affaires, c'est que, déjà, comme tu l'as dit, à la déshumanisation, c'est qu'on est dans une société où on a intégré que le noir est un sous-homme. C'est-à-dire que on peut mourir et on va donner la raison un noir peut mourir en Europe ou en Occident et on va donner une raison à sa mort et on va la légitimer, on va la normaliser. Donc c'est normal, vu que c'était un criminel. C'est-à-dire que ce mode opératoire même, et les médias jouent aussi ce rôle-là, hein. Il n'y a pas que la police qui l'ont intégré, mais toute la société l'intègre. C'est-à-dire que à partir du moment qu'un noir meurt, on parle pas d'un homme, on parle d'un criminel. Donc on associe criminel au mot noir, on enlève toute son humanité, on enlève le fait qu'il ait une famille, on enlève le fait que c'était un frère, on enlève le fait que c'était un père, et que en gros, en Suisse, tu peux mourir juste parce que t'es un criminel. Et là, ça, c'est une double violence aussi. Enfin, c'est une double violence pour des personnes tout simplement qui sont noires et qui voient d'une affaire de ce cas-là. C'est-à-dire que je peux mourir si un jour je me comporte pas de la bonne manière. Et ça, c'est une énorme violence. C'est-à-dire, on vit dans un pays où, à tout moment, si on franchit une ligne ou si on se comporte d'une manière qui est peut-être pas normale un jour, on peut mourir. Et ça, c'est une énorme violence. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé. C'est-à-dire que c'est pas d'aujourd'hui. Pendant un millénaire, on a enlevé l'humanité de ces gens-là, enfin des hommes noirs, et on les a animalisés et on a créé justement cette peur-là. Et tant qu'en fait, je pense qu'on va continuer à ne pas observer, à ne pas nommer le racisme dans ces affaires-là, ça va être continuellement, on va continuer à avoir des hommes noirs qui meurent en fait. Oui, puis au-delà de que ça vient de, comme tu dis, il y a une histoire, mais ça continue à être généré, quoi. Il y a une volonté là-dedans. Puis si on veut parler de comment fonctionne la police, le déploiement gigantesque de nombre de patrouilles dans la rue, elle est souvent, elle est souvent soutenue par 2 aspects. Il y a l'aspect pour la sécurité de la population. Et en plus, l'idée derrière, si tu mets autant de gens dans la rue, c'est que tu penses que
tu vas avoir les policiers, les patrouilles vont avoir affaire à des flagrants délits, quoi. Ce qui est complètement absurde parce qu'on sait à quel point les flagrants délits, c'est quelque chose c'est rien du tout, quoi, dans les affaires de police, etc. Et puis là, on peut voir, et puis ça rejoint un peu la discussion qu'on avait avant de commencer l'émission, c'est qu'en fait, du coup, il y a vraiment un flagrant délit d'être racisé dans la rue, quoi. Et c'est vu que tout est tourné comme ça dans la façon d'appréhender ce qu'ils appellent des sujets, etc. Et si on n'arrive pas à adresser le biais raciste qu'il y a là-dedans, puis qui est généré, c'est-à-dire qui continue à être créé parce que c'est ça qui maintient aussi l'institution, parce que policière, c'est qu'après ils en font des chiffres, ils disent combien de personnes ils ont arrêtées pour montrer à quel point ils sont efficaces, utiles à la société, etc. Alors que en soi, ça tient à rien du tout, quoi. Du coup, là, si on analyse un peu mieux justement l'institution policière, parce que toi, tu disais très justement, Chancel, qu'on est dans une société qui est structurellement raciste et que les policiers sont des individus qui sont dans cette société, qui ne sont pas en dehors, mais aussi... finalement, quelle est la fonction de l'institution policière et comment la police, l'institution en elle-même, crée du racisme et crée aussi des policiers racistes. Donc, par rapport à ça, déjà, quelle est pour vous en fait la fonction de la police dans une société qui est justement hiérarchisée, qui est capitaliste, qui est racialisée, et comment cette institution renforce et produit du racisme. C'est là aussi la question qui viendra après, je pense, par rapport à quel point ça sent que dans une société capitaliste, on a un ordre économique qui tient aux privilèges pour certains et pas pour d'autres, que ça se passe beaucoup justement par des gradients d'humanité différents, c'est-à-dire qu'on va mettre les personnes qui sont les plus essentiellement humaines jusqu'à des personnes qui le sont le moins, qui sont des espèces comme tu disais avant, des personnes qui valent moins, etc. Puis, ou des sous-hommes dans le cadre des questions racistes, mais ça peut effectivement, dans la société capitaliste, s'adresser aussi pour des questions de classe ou des choses comme ça. Et puis, cette violence qui est proprement capitaliste, la police en est une courroie de distribution, quoi. Il y a un truc qui est évident là-dedans. Et il y a un truc proportionnel à ce gradient d'humanité qui est fait par la société capitaliste, c'est qu'il y a un gradient d'autorisation qui est donné à la police. C'est-à-dire, moins la personne sera considérée comme humaine aux yeux du capitalisme, plus on autorisera la police à matériellement s'en prendre à ces personnes-là. Et du coup, on peut pas. Le rôle de la police, il est celui d'auto-générer cette criminalité à laquelle il pourra se vanter de répondre, en fait, alors que c'est lui qui la crée, vraiment, pour faire les chiffres nécessaires, non seulement à la police, mais aussi aux prisons, aussi au ministère public, aussi à la justice, de simplement se maintenir, quoi. Et puis ça a son penchant capitaliste libéral, qui est de créer le marché dont tu te nourris. Puis c'est vraiment, il y a quelque chose qui est du même ordre dans cette espèce de toujours créer ces minorités sur lesquelles tu vas appliquer la répression, quoi. J'ai l'impression qu'il y a... Et puis si on parle dans un exemple peut-être plus concret, l'exemple de l'opération Strada à Lausanne, ça démontre clairement ce que tu es en train de dire de manière un peu plus philosophique. C'est quoi l'opération Strada ? Vas-y. On a pas mal travaillé dessus parce que justement, l'opération Strada, j'ai pris des petites notes avec moi. Juste un truc qui est très parlant, en fait, de tout ce que je viens de dire. Le Strada, c'est d'abord une opération de police. En fait, c'est d'abord une opération de police qui a comme objectif, je cite, donc c'est vraiment dans
dans le but de cette opération de police qui était à ce moment-là en 2000, quelque chose comme 2012, des choses comme ça. Enfin, il y avait déjà eu une opération anti-deal qui s'appelait Strada dans les années 2000, puis après c'est revenu, puis c'était Junot, comme par hasard c'est des socialistes qui amènent ces questions-là. Non, mais c'est vraiment très important, quoi. Et l'objectif, il est clair, c'est, je cite, d'endiguer le trafic par un harcèlement soutenu des revendeurs de drogue dans la rue et leur interpellation en flagrant délit de vente en vue d'aboutir à une condamnation pénale rapide des auteurs ou à la prise de mesures administratives en application de la loi sur les étrangers. Donc, tu as, dans un texte constitutif d'une opération de flic qui va légitimer le harcèlement, il est dit par encore plus de flics dans la rue, et tout ça directement avec l'amalgame qui est écrit sur la loi sur les étrangers, quoi. Du coup, il y a... En fait, ça a aucun doute. Enfin, et puis, c'est une opération de police qui aurait dû durer 2 mois, elle a duré 2 ans, et pour finir, elle est toujours en cours maintenant. Avec encore plus, un truc encore plus dingue, c'est qu'en 2018, parce que bien sûr, en Suisse, on va pas aller dans les trucs trop techniques, mais on a une spécialité du système judiciaire, c'est l'ordonnance pénale. C'est-à-dire que tu peux rendre des jugements sans passer par un tribunal, juste par un procureur de façon très facile, etc., qui est bien sûr contre les étrangers parce qu'il faut avoir une adresse pour la recevoir, sinon tu peux pas faire opposition. Enfin, toutes ces choses-là, qui a un arsenal en fait d'attaques contre les minorités précarisées. Et du coup, ces ordonnances pénales, en fait, la police en crée. Ce qui fait que le ministère public, bien sûr, n'arrive pas à suivre. Et c'est ce qui justifie qu'en 2018, tu as un secteur entier du ministère public qui maintenant s'appelle Strada. Donc en fait, tu as un secteur entier de la justice vaudoise qui est pour le harcèlement des personnes étrangères. C'est ça que ça veut dire. Puis là-dedans, et puis on voit justement, quand je disais ce truc de créer un marché dont tu te nourris, dans le bilan de la police, il y a, et notamment par rapport à la loi sur les stupéfiants, ils font 2 constats, l'un d'un côté de l'autre, et c'est assez criant, ils disent 5550 infractions à la loi sur les stupéfiants en 2022. Il s'agit du volume le plus bas enregistré de ces 10 dernières années. Donc là, ils arrivent à dire à quel point ça marche. Juste après, le point d'après, concernant le deal de rue, la police vaudoise constate une détérioration de la situation, bien qu'une attention particulière soit accordée à ce phénomène depuis des années. Du coup, c'est exactement ça. C'est vraiment, ça dit qu'on règle le problème, mais ça dit qu'il est encore là. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Ils obtiennent des sommes, des budgets, mais toujours plus hauts pour le ministère public, pour la police, etc. Donc, on dit créer la criminalité qu'ils vont eux-mêmes gérer, tout est là-dedans. Strictement ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est justement, et je finis, parce que bien sûr, c'est que en 2018, janvier 2018, la Strada devient si légitime aux yeux de la population qu'elle en a un département du ministère public, et un mois après, il y a la mort de Mike. Et puis, donc, Mike qui est mort dans une opération de rabattage, comme ils le disent. Et puis ça, tu peux expliquer comment ça se passait, justement. C'est en fait tout ce qui était laissé à la police dans ce cadre de Strada, tout ce qu'on invitait la police à faire, au final. C'est qu'en fait, ils avaient une sorte de cahier des charges quand, en fait, ils avaient rien de spécial à faire. Et dans ce cahier des charges-là, ils pouvaient aller dans la rue et faire du rabattage, c'est-à-dire genre allumer les sirènes, attendre que les Noirs partent en courant et puis les choper, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont chopé Mike à Sainte-Luce. Ouais, donc on voit vraiment qu'il y a un continuum colonial et un traitement colonial des populations non blanches. Tu voulais dire quelque chose, Chancel ? Oui, parce que c'est intéressant, c'est que dans les faits, quand on discute aussi avec les policiers qui vont justement... parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu as mis les mots et la structure autour de ces affaires-là. Et là où ça peut être aussi intéressant, c'est comment ça se vit. Parce que comment ça se vit, c'est-à-dire que les policiers vont te dire, oui, mais il y a des territoires qui sont criminogènes, et donc eux, ils disent qu'ils visent des territoires. Et moi, ça me fait rire parce que le 90% des dealers aussi qu'on connaît, ils sont blancs. Et ça, ils ne les regardent pas, en fait. Donc, c'est pas vraiment une recherche de la drogue qu'ils recherchent. Donc, c'est parce que on a tous vu le blanc avec le sac rempli de bœufs qui va et qui dit l'eau calme à l'université, et tout le monde l'a vu, ça fait... Il n'y a aucun souci, tu vois. Des noms, voilà. Donnez des noms. Non, mais on le sait tous, donc... Du coup, ça montre au fait le caractère discriminant de ces genres d'affaires et surtout le caractère raciste de comment la police travaille.
Sur les stupéfiants. Sur les stupéfiants, voilà. Oui, et puis là, alors bon, il y a 2 cas, comme là on en parlera aussi après, Chancel. Toi, tu sais qu'il y a les personnes noires qui sont nées en Suisse, qui ont grandi ici comme toi. Et puis, il y a aussi les parcours migratoires. Et du coup, ça implique aussi tous les deux. Enfin, les deux populations sont gérées de manière coloniale, mais ça implique aussi des différences. Et par exemple, dans le cas de certains ressortissants nigériens ou gambiens, voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas obtenir des papiers, mais qui migrent pour des raisons économiques et qui est aussi une continuité de l'impérialisme occidental qui appauvrit les populations du Sud, qui pille les populations du Sud. Donc, il y a une chaîne raciale et qui viennent ici. Et si on voulait voilà, on plaçait au centre de la société l'humanité, et on ferait en sorte de légaliser ces personnes, de trouver aussi des moyens voilà, de les intégrer. Et à la place de ça, on a un système hyper répressif. Et comme tu dis, pour des petits vendeurs de drogue, on n'est pas du tout en train de démanteler un réseau, mais qu'en fait, évidemment, ça a une fonction secondaire, cette soi-disant lutte anti-drogue. Et ça rentre toujours dans ce que je disais dès le départ, c'est-à-dire à partir du moment que le statut de l'homme noir en Europe, c'est un statut qui doit être contrôlé. Le noir doit être contrôlable en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on va toujours voir, moi, quand je me promène dans les rues. Ça va être normal, et pour les policiers et aussi pour les passants, qu'on me contrôle dans la rue. Parce que ça va rassurer aussi les passants de se dire, il est contrôlé. Ou tout simplement, le fait, un exemple typique, les Noirs qui vivent maintenant dans des beaux quartiers, c'est tellement pas normal qu'un Noir vive dans les beaux quartiers que quand la police le contrôle, les voisins, ça les rassure, puis après, ça leur permet de se dire, on le parle pas, on fait en sorte qu'il n'existe pas parce que c'est sûrement un criminel et que le pourquoi il est là, c'est à cause ouais, c'est pas normal en fait. Et ça, beaucoup de personnes racisées aujourd'hui déménagent des beaux quartiers pour retourner dans d'autres zones populaires. Voilà, parce qu'ils ne supportent pas la violence justement du voisinage à cause d'un simple contrôle de policiers. Et puis là, on voit justement que c'est pas du tout un problème parce que les discours, parce que c'est une question qui est difficile à imposer en Suisse, la question des violences policières. En tout cas, dans la partie francophone, ça fait une dizaine d'années qu'on entend que voilà, il y a des collectifs comme les vôtres qui essayent de politiser ces affaires-là. Mais on entend beaucoup, oui, mais voilà. Alors déjà, c'est pas le cas comme il disait, Chancel, il y a énormément de contrôle aux faciès quand tu disais qu'au moins 98% des Noirs et surtout, je pense, des hommes sont contrôlés par la police, parce qu'il y a ces arguments de dire oui, mais voilà, peut-être lui, il vendait de la drogue, mais en fait, on se rend compte que la personne, qu'elle soit dans une situation, déjà, il faut s'interroger des situations économiques des gens, comment on crée la criminalité, mais même au-delà de ça, on se rend compte que de toute façon, il n'y a pas besoin de prétexte pour mourir sous les mains de la police. Toi, comme tu disais, tu as été contrôlé plein de fois, alors que tu as une situation régulière, que tu es né ici. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Et puis l'exemple de Claudio que tu évoquais avant, justement, ça démontre vraiment cette espèce de shift en genre quelqu'un qui est identifié comme un dealer, mais en fait, qui ne l'est pas. Et quand ils ont dit, en fait, du coup, Claudio, en 2018, il s'est fait tabasser par la police devant un restaurant à Lausanne, devant plein de témoins. Et la justification médiatique de la police, c'était de dire « Ah, en fait, on pensait que c'était un dealer. » Et malheureusement, c'était pas le cas. Et malheureusement, entre guillemets, selon eux. Et c'était une sorte de justification pour eux, parce qu'ils savaient que en fait, le fait que Claudio, c'était quelqu'un qui faisait partie de la communauté capverdienne, en fait, il y a eu une mobilisation autour de ça, une médiatisation qui aurait été autre, en fait, si c'était une personne qui n'était pas intégrée aussi dans une communauté. Et par exemple, le cas de Lamine Fati, c'est un cas qui représente un peu ça. Donc, Lamine Fati, c'est un homme noir qui a été contrôlé et qui a été... la police l'a confondu par son homonyme. Du coup, il devait arrêter un autre Lamine Fati. Ils ont arrêté celui-ci qui avait des problèmes d'épilepsie et d'autres problèmes de santé. On lui a pas donné ses médicaments. Il a été au poste et il est mort d'une longue agonie dans le poste de police de la gendarmerie cantonale de la Blécherette. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais dans le sens que, Lamine Fati, ça a été une des premières affaires que médiatiquement, ça n'a pas eu énormément d'écho. Et c'est en fait après qu'il y ait eu Mike, Hervé, Claudio, que tout à coup, l'affaire, elle est un peu remontée à la surface aussi. Et malheureusement, le fait que toutes ces affaires, elles soient sur le même territoire et qu'elles soient aussi proches
dans le temps, ça fait que il y a aussi un réseau qui se crée et que en fait on est plus fort d'une certaine manière. Enzoï aussi, j'ai pas cité. Claudio, c'était comme tu disais un homme capverdien qui faisait son footing. Et il avait des écouteurs et en fait il courait parce qu'il faisait son footing et en fait il y a des flics en civil donc qui n'étaient pas identifiables qui l'ont interpellé et lui il a pas entendu avec ses écouteurs et donc ils ont pris ça pour un refus d'obtempérer. Enfin ils l'ont vu comme menaçant et voulant le mater en termes d'autorité, ce que tu disais qui se passe avec les hommes noirs. Et du coup, ils l'ont tabassé, en fait. Et en plus, lui, il s'est défendu. Il a vu deux gars, je sais pas combien ils étaient, en civil, lui tomber dessus. Et tout à coup, il se fait tabasser, il s'est défendu. Et voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu des grosses mobilisations, c'est là aussi où Akiltour s'est créé, parce que c'était en parallèle avec l'affaire d'Hervé. Et là, il y avait énormément de mobilisation. Et comme on disait avant, c'est une manif qui m'avait marqué parce que les communautés noires étaient très, très mobilisées, notamment la communauté congolaise. Et c'était une des premières manifs parce qu'il faut dire, les manifs politiques en Suisse sont très blanches. Je veux dire, les non-blancs, ils se mobilisent dans le cas de violences policières. Pour la Palestine, on voit qu'il y a eu beaucoup d'Arabes qui sont sortis, mais c'est pour des choses vraiment spécifiques qui touchent à leurs intérêts et leurs oppressions spécifiques. Et là, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de gens mobilisés. C'était impressionnant. Enfin, en vrai, c'est la première forme aussi politique. Enfin, pour moi déjà pour moi, titre personnel, c'était la première fois que réellement je politisais ma condition. Et c'était important aussi pour nous parce que nous, on a réagi surtout à la peur de nos parents. Et ça, c'est vraiment le pourquoi on a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'en fait, on avait nos parents qui limite, ils nous harcelaient d'appels. Ouais, non, il faut que tu te comportes comme ça devant la police. Et on a vraiment senti cette peur. Et faut savoir que, voilà, comme la communauté congolaise, on est quand même une communauté qui est assez ancrée en Suisse. Pour nous, c'était pas normal que on devait avoir peur de l'endroit où on vit, en fait. C'est une dinguerie, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est trop. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à se lancer et à se politiser. Et on l'a fait sous l'émotion au départ. Et on s'est rendu compte au final qu'on parlait que des violences policières, mais on s'est rendu compte que si on parle que de ça, on va être dans le déni sur le problème général, en fait, sur le vrai problème. Et donc c'est là qu'on a commencé à ouvrir nos champs d'action et puis parler réellement de racisme et pas que de violences policières. Ok. Non, je réfléchissais à la suite, c'est pour ça. Alors, on va passer, je pense, maintenant un peu à la partie sur justement les stratégies d'action et de lutte. Donc, toi, notamment, Jean-Cel, je rebondis parce que c'est ce que tu étais en train de dire. Vous êtes politisé autour de l'affaire d'Hervé à Akiltour. Et voilà, donc, si tu peux nous expliquer un peu quelles sont vos stratégies de lutte. Notamment, vous avez collaboré avec l'institution policière pour délivrer des formations sur le racisme anti-noir à la police. Voilà, et si tu peux nous expliquer un peu comment c'est venu. À la base, pourquoi on a commencé à dire on va se former, c'est que pendant longtemps, depuis 2016, à chaque fois qu'on parlait avec les institutions, ils nous disent ramenez-nous des projets. Et puis en fait, il y a un tel manque de reconnaissance sur le travail de terrain qu'ont les associations que ça devenait vraiment lourd pour nous. Parce que nous, le quotidien, c'est aller taffer, aller en cours, mener notre vie et après taffer sur nos combats jusqu'à les 2h, 3h du matin. Et c'est des mecs qui travaillent de 7h jusqu'à 18h sur les questions, qui sont censés être les experts du question des racistes, qui nous disent amenez-nous des projets parce que on sait pas comment on devrait faire. Et c'est là qu'on s'est dit en fait vous allez nous mandater, vous allez nous payer pour nos expertises. Et c'est un peu comme ça qu'on a décidé justement d'entrer en collaboration parce que ça devenait insupportable pour nous d'être exploités en final. Parce que on amenait une expertise et eux, ça leur permettait de créer leur petite vitrine. Et puis... Tu veux dire des organismes d'État, soi-disant de lutte contre le racisme. Voilà, en fait, ils sont dépassés, ils n'ont pas de... Alors, pas que celles qui luttent contre le racisme, même la police à proprement dit. Ah ouais. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on propose justement... qu'on se propose aux institutions pour amener nous-mêmes la réponse. Parce que rester toujours dans la posture qu'on avait, en fait, parce qu'on était une posture, on était toujours en réaction. Et ça devenait aussi lourd pour nous. Parce que continuellement, en fait, tout ce qui se passe en général dans notre communauté, c'est qu'on attend qu'il y ait une dinguerie, et puis après, on agit. Et puis après, on retourne au travail. Et on reprend nos vies. Ouais. Et là, le but, c'était de dire, non, il faut changer la dynamique. Il faut que nous-mêmes, maintenant, on propose et qu'on dise comment nous, on veut faire les choses. Et puis c'est un peu dans ce registre-là qu'on s'est proposé aux institutions. Et là où ça,
pour nous, je pense que ça a amené un énorme changement. C'est quand il y a eu le mouvement BLM qui a fait que la police, à proprement dit, ne pouvait plus aussi se cacher de ces questions-là. Et c'est là qu'ils ont commencé à chercher un peu les associations qui proposaient les formations qu'on proposait. Et puis donc le mouvement BLM, si tu peux un peu préciser, Black Lives Matter. Donc tu parles du moment où il y a eu des manifestations importantes, notamment par rapport à la question de George Floyd aux États-Unis. Ouais. Et du coup, ça a créé des mobilisations politiques ici importantes. Exactement. En fait, ce que ça a créé, c'est que je pense que jusqu'à maintenant, on était dans un tel déni qu'on pensait que ces problèmes-là étaient aux États-Unis, étaient en France. Et le policier eux-mêmes, ils disaient « Ouais, mais nous, on n'est pas des fous comme les Américains, on n'est pas des fous comme il se passe en France, ils sont pas formés, etc. » Et en fait, cette affaire-là a montré que non, le même problème qu'il y a ailleurs, on l'a ici. Et ces personnes qui se sont mobilisées ont permis justement d'ouvrir le débat et de montrer le caractère racial le caractère raciste qui entoure et qui structure un peu notre société. Et on en parlait aussi avant, c'était aussi la première fois où on a posé vraiment sur le terme racisme systémique médiatiquement, voilà. Et donc, ouais. Mais selon toi, alors déjà, c'est quoi le contenu de ces formations? Et selon ton expérience, parce que je pense que tu en as délivré plusieurs, qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre? Parce que, par exemple, quand Louis, il évoque l'opération Strada. L'opération Strada, merci Louis. On voit qu'il y a vraiment... comme tu dis, une volonté institutionnelle de mater les Noirs. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une formation qui se base sur l'individu. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est quoi les effets? Les effets que tu peux noter. Et oui, est-ce que c'est pas une manière pour aussi la police, l'institution, de se dédouaner de leur racisme en disant mais voilà, on fait des formations, donc nous on n'est pas racistes, ou comme tu disais, ils te disent oui mais c'est aux États-Unis, ils sont pas formés, nous on est formés, alors qu'on sait que la formation c'est une année en école de police, une année sur le terrain, qui a zéro formation pédagogique ou quasiment elle est inexistante. Voilà, est-ce qu'il y a des effets contradictoires? Qu'est-ce que t'en tires? Déjà nous, le premier gros constat, et que ça va au-delà de la police, c'est un problème sociétal, c'est qu'on sait pas de quoi on parle quand on parle de racisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société, quand on parle de racisme, on mélange des faits discriminatoires avec d'autres... Enfin, c'est très mal expliqué. Et nous, déjà, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de poser vraiment une définition du racisme, de le comprendre autant dans sa sociogenèse que dans sa psychogenèse, de voir comment on hérite aussi d'un continuum. Parce que c'est un peu ça. Le racisme, c'est qu'il y a eu un moment de notre histoire où on a décidé que il y avait un groupe de personnes et que ces gens-là, on allait enlever leur humanité à des fins économiques. Et ça, c'est ça le racisme. Le racisme, c'est de prendre un groupe de personnes, de dire vous n'êtes plus des humains, de le justifier en faisant des expériences, en faisant des études. La Suisse en a fait partie, donc quand on dit que la Suisse n'a pas participé, oui, la Suisse a participé aux études de race. Ensuite, on colonise ces peuples-là. On crée des zoos humains, parce qu'il y avait des zoos humains ici en Europe. Enfin, il y a tout un millénaire, presque un millénaire de manière de penser qu'on a hérité et qu'on n'a jamais déconstruit. Et donc, quand on dit aujourd'hui, on sait à 99% que tous les humains on est censé être les mêmes, mais au final, on est dans une société aujourd'hui, on va pas forcément parler aussi de la race à proprement dit, mais on va parler de culture. Et on va toujours voir en fait à quel point le racisme aussi évolue à travers le temps et qui se modifie, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Et ouais, au moment où on a décidé par exemple de créer les droits de l'homme, on pouvait encore aller voir des Noirs dans des zoos humains. Oui, c'est les droits de l'homme pour les Blancs. Voilà. Donc on n'a jamais été pris réellement en compte dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, on en vit les frais en fait. On vit les frais d'un monde qui n'a jamais considéré le noir comme un homme. Et que tant qu'on n'a pas réellement affronté, justement, quand on parle de définition, c'est vraiment en fait de parler de qu'est-ce que c'est le racisme, de son impact et de ce que ça crée de notre société. Et je pense que ça, pour nous, en tout cas, c'est notre contribution à un combat qui est gigantesque. Mais justement, tout simplement dire, voilà de quoi on parle quand on parle de racisme. Et si tu voulais savoir les impacts, c'est un peu compliqué parce qu'on a peu de recul. Ça fait depuis 2021 qu'on donne des formations. Donc, je peux pas te dire aujourd'hui, ils sont moins racistes, il y a moins de dingueries. Parce que juste après, entre deux, il y a eu une Zoé qui est décédée. Et voilà. Donc, par contre,
ce qui peut être intéressant, c'est qu'on l'amène vraiment dans une manière où ils peuvent en parler. C'est-à-dire que quand on crée des ateliers, quand on essaie d'amener cette chose-là, on essaie de leur montrer en fait que ils ont hérité de ça et qu'ils ont tous ces biais-là et que ça va même au-delà même de leur propre perception de la chose. C'est-à-dire quand ils viennent, ils disent mais je suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Enfin, c'est un peu les discours qu'ils peuvent avoir et puis ils se rendent pas compte qu'ils ont intériorisé en fait le fait que inconsciemment ils ont même peur que certains policiers ont peur des noirs un peu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Et donc voilà, en termes d'impact, c'est très difficile à dire. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant et observable, c'est que c'est la manière dont la société aussi voit le racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Suisse, et ça c'est les statistiques qui le montrent, je crois que c'est 70% ou 60% de la population suisse reconnaît qu'il y a du racisme en Suisse, mais dans ces 60 ou 70%, je ne sais plus exactement, je sais plus en termes de chiffres, voilà, mais la grande majorité estime que c'est pas un problème important. Et donc c'est aussi de cette manière-là qu'on traite les questions du racisme. C'est-à-dire qu'on va dire, faut qu'on fasse notre carnet de devoirs, enfin, faut qu'on coche la case raciste, mais on va pas réellement approfondir. Et il y a je pense, cette volonté aussi et du coup ça revient au capitalisme, du coup ça tout se croise, mais il y a ce truc où on veut pas bouleverser réellement le système, on veut pas vraiment que le système change. Mais du coup, tu penses que des policiers qui vont faire une formation que tu donnes, mais qui opèrent dans le cadre d'une opération Strada, qu'est-ce que ça peut être l'impact en fait quand quand cette opération-là, elle est directement ancrée dans une volonté de répression raciste, quoi. Ouais. Genre, c'est quoi la marge de manœuvre d'un flic là-dedans, tu vois? Au final, tu te rends compte que c'est que ça va même au-delà des individus. C'est-à-dire que l'institution, et ça c'est intéressant parce que il y avait pendant un moment le petit constat qu'on disait que institutionnellement la Suisse n'est pas raciste, que les institutions ne sont pas racistes, et quand on regarde réellement les faits, nos institutions discriminent. On prend par exemple même le cas des fichiers S qui montre qu'il y a des bons et des mauvais êtres humains, etc. Donc en fait, on est dans une société qui discrimine constamment, qui sous-entend qu'il y a des bons, des hommes et des sous-hommes continuellement. Et ces opérations-là, mais aussi des individus dans un contexte où, même s'ils ne le veulent pas, mais ils vont de toute façon discriminer et de toute façon avoir un comportement... ciblé. Voilà. En fait, c'est comme ça que aussi la police de Lausanne définit leurs opérations, c'est du ciblage, une recherche ciblée de personnes, pour ne pas dire profilage racial, tu vois. Non, c'est vrai. Je sais pas, moi je trouve c'est un peu idéaliste, de se dire que individuellement ils ont de la marge de manœuvre là-dedans, et il y a cet exemple de ce flic-là, Andreas Janin, qui a écrit un livre sur... il a fait un peu moins d'1 an, je crois, dans le corps de police, mais qui disait que c'était soit il essayait de changer les choses de l'intérieur, soit il sortait, et il a décidé de s'extraire parce qu'il disait que c'était trop ancré, c'était dans la formation, c'était dans les discussions entre collègues. Mais c'est même la fonction même de l'institution. C'est la violence légitime de l'État, le bras droit armé, qui a pour but de réguler les normes sociales qui sont de fait basées sur des rapports hiérarchiques. Enfin, je veux dire, quand tu dois gérer des personnes issues de l'immigration ou des sans-papiers, ou qu'on est dans un système qui crée lui-même de la criminalité, après, moi, je comprends cette volonté aussi d'agir. Et puis, c'est vrai que aller parler avec des policiers ou faire de la formation, ça peut... je comprends que ce soit un moyen d'action, mais c'est vrai que je me demande à quel point on n'est pas aussi en train de dédouaner l'institution même, et finalement de ne pas remettre en question la fonction de la police d'un point de vue d'État. Il faudrait leur faire un lavage de cerveau. Tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. Après, je pense qu'il y a, comme je dis, ça dépend d'où l'on vient pour pouvoir amener le combat. Comme je dis, il y a des réponses que nous, on a besoin, que c'est des réponses immédiates. Parce que... Tu veux dire en tant qu'homme noir qui subit des contrôles aux faciès ou des choses comme ça. J'ai des petits frères derrière moi. J'ai un fils aussi aujourd'hui. Tu
tu vois. Et moi, je refuse aujourd'hui de vivre avec la peur que mon fils, il risque de pas rentrer un jour. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je refuse de vivre avec le fait que mes petits frères, je les appelle encore, tu vois. Ouais, les gars, vous êtes sortis? Ok, bah, vous me dites quand vous rentrez. Et enfin, toute cette peur qu'on a, que nos mères, elles ont, que nos sœurs, elles ont, cette peur constante qu'on a, parce que c'est une vraie peur constante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, j'avais peut-être pas forcément cette conscience de la peur parce que j'étais encore un gosse, mais quand tu deviens daron, t'as cette peur continuellement. T'as même ta propre peur. Tu te dis, mais en fait, si je crève aujourd'hui, j'ai pas de gosse, mon gosse, il a plus avoir de père. Et en fait, c'est ces réponses-là immédiates qu'on essaie aussi d'amener et on fait avec ce qu'on a, avec les ressources qu'on a. Pour nous, aujourd'hui, on est parti sur ce constat-là et c'est vrai que on n'a peut-être pas encore le luxe de prendre du recul et de lutter contre le monstre, mais d'être, je pense, déjà sur le front et de faire ce qu'on peut pour arranger déjà notre quotidien. C'est déjà bien parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que notre quotidien, il soit déjà pas mal, tu vois. Ouais, tu veux dire, par exemple, Mina, elle trouve peut-être ta position un peu idéaliste, et toi, en fait, tu réponds à ça que, même si on peut avoir une analyse globale du racisme qui se rejoint, tu as besoin d'essayer de trouver des moyens à court et moyen terme pour pouvoir essayer de préserver vos vies dans une situation qui est aussi une situation d'urgence du quotidien. Exactement. Et puis les objectifs à moyen, enfin on parle pas par exemple Kiboko, c'est pas, il y a pas un effet immédiat une lutte pour un abolitionnisme immédiat de la police. Enfin, Kiboko, il y a plein de mesures qui sont aussi réformistes et qui sont dans un but à court et moyen terme. Genre, par exemple, un instant indépendant de dépôt de plainte, ça qui est un peu en train de se mettre en place, qui est pas si indépendant que ça, etc. Mais enfin, il y a des mesures qui doivent être prises dans l'urgence parce qu'effectivement, genre, ça peut pas continuer comme ça. Genre, D'ailleurs, à ce propos... parce que vous avez des relais à la municipalité, notamment, je voulais aussi un peu aborder la question du soutien institutionnel que vous avez pu trouver. Donc bon, c'est un soutien qui se trouve plutôt à la gauche radicale, notamment je crois que Solidarité, ils avaient, à travers Pierre Conscience, ils avaient fait des dépôts à la municipalité, comme la fin du plaquage ventral, une instance de plainte indépendante de la police, délivrer des tickets après chaque contrôle, un reçu, et je ne sais pas si j'oublie des mesures. Et donc ça, c'est des choses qui ont été posées il y a déjà plusieurs années, qui n'avaient pas forcément été acceptées. Après, il y a des personnes du PS à la municipalité, comme Muntazar Jafar ou Youssouf, je ne sais plus. Coulmier. Comment ? Coulmier. Qui ont demandé aussi la fin du plaquage ventral, je crois. Alors, ils n'avaient pas l'instance de dépôt de plainte indépendante de la police. Il y avait aussi la question de la bodycam, mais avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, parce que vous dites que la bodycam, ce que j'ai compris, ça sert surtout les policiers, en fait, et puis pour criminaliser encore plus les gens avec des outrages à agents. Bon, donc il y avait une discorde par rapport à ça. Et du coup, le plaquage ventral a été interdit. C'est pas encore effectif, mais à Lausanne, juste à Lausanne. Au niveau communal. Voilà, donc c'est quoi un peu... Pour nous, c'est justement ce genre, c'est des victoires à court terme, mais c'est des victoires nécessaires et des luttes nécessaires aussi. C'est clair. Et du coup, c'est un peu une lutte qui se fait sur deux pendants un peu. Enfin, il y a le pendant le soutien à la famille effectif, au niveau de la thune aussi, le soutien pendant le procès, la médiatisation du procès. Et puis, ces luttes-là, ces mesures-là intermédiaires, en fait, qui sont... ça, c'est nos victoires, en fait. Parce que, en fait, après le deuxième appel, les flics sont blanchis par la justice, mais ça bouge quand même à un niveau politique et à un niveau médiatique. Et ça, c'est aussi une conséquence de tous les collectifs qui luttent, qui luttent ensemble, pas forcément tout le temps ensemble, mais en tout cas en réseau, et qui amènent ces sujets sur la table médiatiquement. Je pense que dans la finalité, on a les mêmes objectifs. Pas forcément tous les objectifs, mais en tout cas de manière globale, on a les mêmes objectifs. Et je pense que c'est intéressant, justement, ça montre aussi à quel point cette lutte, elle est énorme, elle est grande, et que c'est pas une lutte de noirs ou de personnes racisées, c'est une lutte humaine. C'est une lutte qui doit justement rassembler tout, parce qu'on est vraiment dans un monde où on a considéré qu'il y a des hommes et des sous-hommes. Et là, c'est
je sais pas si on met assez d'importance, et je pense pas qu'on en met assez d'importance, mais on est vraiment dans un monde où on a considéré des hommes et des sous-hommes. Et ça, à partir de là, il y a un truc qui joue pas. Et on a tous des stratégies différentes Voilà. pour... Ça fait penser à ce que disait Olivier Marboff, qui est un auteur décolonial français d'origine antillaise. Et lui, il explique que justement le principe de la colonisation, de l'esclavage, c'est en fait de faire sortir les non-blancs de la catégorie de l'humanité. C'est exactement ce que tu dis, Chancel. Ouais. Et puis ça rejoint aussi Lisel Quiros qui explique qu'il y a la zone de l'être et la zone de non-être, et que les personnes non blanches, elles sont dans la zone de non-être. Et c'est pour ça qu'on est totalement indifférent à leur mort, en fait. Et Exactement. voilà, ça c'est, comme tu dis, c'est d'une extrême violence. Ouais. Par rapport aux différentes stratégies de lutte, bon là on a abordé la question de la formation, mais il y a aussi la question de la justice. Donc vous êtes, enfin les trois, vous êtes, et toi aussi tu avais assisté au procès de Mike, vous êtes positionné en soutien des familles des victimes qui ont porté plainte contre les policiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce recours à la justice? Quels sont ses effets positifs? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que ça a produit dans les différentes affaires que vous avez suivies? Alors moi, je peux dire juste de manière générale, sans rentrer forcément dans les affaires, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on donne une réponse technique à une plainte sur du racisme. Et ça, pour moi, on n'a pas donné une réponse. Enfin, la justice, je pense que la justice que nous, on veut, au-delà, je pense, enfin, pas que là, je pourrais pas parler au nom de la famille, mais je dis pour des collectifs qui soutiennent ce genre de choses, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aussi nommer le racisme dans ces affaires-là. Et les réponses qu'on a sont des réponses qui sont liées aux techniques des policiers. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Technicité. Voilà. On m'a appris qu'il fallait que... Voilà. En fait, c'était drôle parce que à aucun moment on a essayé de retenir le caractère raciste de ces affaires-là. Et la défense, c'est la défense des policiers. Du coup, c'est ça. Voilà. Et la défense jouait même un peu sur ça. On a un avocat quand même qui a fait une parodie d'I Have a Dream en plein procès. Oui, pour Mike Ben-Peter, mais si on peut juste un peu recontextualiser. Donc, Hervé, il y a eu un procès en 2017. Exactement. Les policiers ont été... le policier qui a tiré... 2021 ou 22, je ne sais plus exactement. Ah oui, donc en fait... contrôlé 2021. Ouais. Donc en fait, il a été assassiné en 2016 et le procès, il a eu lieu en 202021. Donc déjà, c'est super long. après. 5 ans À la après. place de durer 3 jours, il a duré 1 jour et demi. Et le policier a été acquitté. Exactement. Pour Mike Ben-Peter, il y a eu un acquittement l'année passée des 6 policiers. Là, il y a eu un appel de l'avocat de la famille des victimes qui a fait appel. Ils ont de nouveau été acquittés. Et indemnisé. Et indemnisé à hauteur de combien? C'était énorme la somme. C'était 80 000. 60 000, entre 60 000 et 80 000 Chacun. suivant chaque policier. Et le policier justement de l'affaire de Hervé, entre deux, il a gradé. Lui, Entre deux, il a gradé. Entre le procès, tuer des hommes noirs et vous gradez. Voilà, il gradait. C'est ça le message. Et il y en a un qui s'est retiré aussi. Ouais, il y en a un qui a démissionné. Ouais. Et du coup, pour Enzoy, c'est quoi le... Pour Enzoy, la famille attend toujours une réponse de savoir s'il y aura un procès. Donc, mais c'est... Enfin, je peux réexpliquer en répondant aussi aux autres questions qui ont été posées. C'est que justement, il y a l'affaire d'Enzoy maintenant. La famille en attente après 3 ans, c'était en 2021. Hier, c'était l'anniversaire de la date de la mort d'Enzoy. Et on attend toujours, on a le procureur qui a voulu fermer le dossier, clore l'affaire, ou s'il n'y avait pas de nouvelles preuves, en gros, et comme il y a une enquête indépendante qui a été faite, bien sûr, aux frais de la famille, pour faire un travail un peu sérieux, on sait maintenant, et ce qu'on peut communiquer au jour d'aujourd'hui, c'est que le ministère public a pris cette contre-enquête au sérieux, l'a validée, mais on ne sait toujours pas s'il y aura un procès au jour d'aujourd'hui. Et dans le cas de Enzoy, c'était vraiment hyper frappant comment
il s'est fait tuer par balle à heure de pointe dans la gare de Morges et que les vidéos ont été effacées d'Internet. Enfin, ça peut rendre conspirationniste parce qu'il y a des vidéos qui avaient été diffusées par des passants. Par les médias, qui ont été filmées par les passants, Ouais. et il y en a plein qui ont été effacés. C'est Et ça, qui c'était- a donné cet ordre-là? Enfin, à des médias publics. Enfin, c'est Ouais, une c'était dinguerie. notamment le 20 minutes qui a retiré en disant que c'était pour protéger leurs sources. Et pourquoi vous trouvez que c'est quand même important de mobiliser la justice, puisque évidemment il y a une collusion entre la chaîne pénale, police, justice, État. D'ailleurs on dit la police tue, la justice acquitte, c'est un peu ça. Mais du coup pourquoi c'est quand même important selon vous de mobiliser les instances judiciaires? Déjà, la famille, elle a besoin d'avoir de la vérité. Enfin, vérité et justice, c'est un besoin de reconnaître en fait la peine qu'on t'a infligée et que ça reste pas impuni. Malheureusement, ça le reste, mais il y a déjà un truc de reconnaissance en fait qui, je pense, peut aider à traverser un deuil. Enfin, je veux pas faire de la psy à 2 balles, mais ouais, il y a déjà ça. Puis après, c'est clair que le fait qu'un procès vienne 5 ans après, ça permet de remédiatiser aussi, de remettre à la surface toutes ces questions-là, parce que pendant 5 ans, c'est hyper dur de faire vivre une lutte médiatiquement et de donner du contenu et d'organiser des choses. Les gens, ils sont un peu dans l'instantanéité aussi de la mobilisation. Du coup, il y a tout ça. Puis après, on a toujours... il y a toujours un espoir que ça a un impact au long terme, que en fait, ces procès-là, ils soient enregistrés, qu'il y ait une trace écrite et que peut-être il y a une condamnation. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Mike, c'est en cours. Je sais pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a eu l'appel. Il pourrait possiblement y avoir cassation. Cour européenne des droits de l'homme. Bon, pour l'instant, ça, c'est à la famille de décider. Mais voilà, c'est des affaires qui sont toujours en lutte, qui ne sont pas figées. Hein. Et puis, il y a quelque chose de symbolique aussi, je dirais. Symbolique pour les gens, pour les personnes racisées, tout simplement, parce qu'en fait, historiquement, on a toujours été sur un truc où on pouvait nous tuer et il n'y avait aucun moyen de nous défendre. Et le système veut ça, en fait, veut qu'on ne puisse jamais se questionner sur le fait... C'était tout le temps, tu meurs, à l'époque, on exposait nos cadavres, même. On pouvait être pendu dans les rues. Donc ça nous mettait vraiment dans une peur de... voilà ce qui va vous arriver si vous sortez un peu de ce que vous devez être. Et je pense que le fait d'aujourd'hui de saisir la justice, parce que c'est récent, c'est pas un truc qu'on faisait tout le temps, de se dire, ouais, on va prendre un avocat, on avait peur de rentrer dans ce genre de combat. Alors moi, là, je dis le on, et je reviens beaucoup à l'affaire Hervé, parce que c'est quand même quelqu'un qui était de notre communauté, et pourquoi, en fait, la famille, ça, il y avait ses raisons, mais le pourquoi aussi, nous, en tant que communauté, on est rentrés, on a soutenu, on s'est politisé, on a voulu vraiment rentrer dans ce combat, c'est que vraiment de se dire que, aujourd'hui, on va aussi faire en sorte que chaque membre de la communauté a les ressources nécessaires pour se défendre. Parce que on était beaucoup dans une dynamique où on laissait limite d'autres personnes se battre pour nous, d'autres personnes parler pour nous, et le fait de reprendre notre pouvoir, on va dire notre pouvoir d'action sur ce genre d'affaires où en fait on nous tue puis qu'on peut pas répondre, ça c'est aussi une manière aujourd'hui pour nous de lutter, juste de se dire que on porte plainte. Et là aujourd'hui on a beaucoup plus de plaintes. C'est vrai que on remarque pas assez, peut-être on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui qui sont déposées pour des questions de racisme, que ça soit des profs j'ai une amie qui est prof qui a porté plainte aussi pour un cas de racisme dans la rue, et pour des trucs qui pouvaient à l'époque être banals. Aujourd'hui, on le fait, on va porter plainte. Et ça, pour nous, c'est une petite victoire. Quand on parlait des petites victoires dans les médias, c'est que, ouais, on va faire du bruit, on va pas arrêter de faire du bruit. On va pas arrêter de mobiliser nos droits, et peut-être, à un moment donné, ceux qui sont qui traitent justement les affaires juridiques, se diront, on n'a peut-être plus le choix de réellement traiter ces affaires-là parce qu'on va être surmené. Donc, et ça, il faut le faire. Je pense que c'est une manière pour nous, encore aujourd'hui, de reprendre notre pouvoir d'action sur nos propres vies. Est-ce que c'est ça aussi à Qui le Tour, quand vous dites que vous travaillez pour le travail communautaire, voilà, c'est resserrer ces liens collectifs de solidarité et de mobilisation, c'est ça que Parce que faites? nous, on estime que autant le racisme a touché le blanc, mais ça a aussi touché le noir. On a intériorisé aussi, d'une certaine manière, le fait qu'on était inférieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les rues. Aujourd'hui, si on prend les jeunes de quartier, on voit le poids du racisme sur eux. On voit à quel point ils n'arrivent même pas à se projeter sur leur avenir. Moi, je suis un acteur de terrain, je suis éduc à Fribourg. Le 80% des jeunes
dans le terrain qu'avec qui je travaille, leur meilleur taf, c'est d'être logisticien. Pour eux, le meilleur taf qu'ils puissent avoir, c'est être logisticien. Je sais pas si tu vois un peu le délire, à quel point le fait d'être réduit à des sous-hommes leur permettent même pas de pouvoir de vouloir avoir un autre type d'avenir. Donc soit t'es dans le rap, soit t'es dans le foot, donc soit t'es dans le divertissement. Et en fait, on voit à quel point le champ d'espace qui nous a été donné historiquement, on l'utilise encore aujourd'hui, et que c'est notre seul moyen de pouvoir en fait trouver une place dans cette société-là. Et donc pour nous, le racisme, c'est aussi de briser les chaînes qui sont sur nous. Parce que c'est des chaînes mentales, en fait, qu'on a avant. L'esclavage, c'était des chaînes physiques. La colonisation, c'est des chaînes mentales. Et aujourd'hui, le but, c'est de briser, en fait, toute chaîne sur nous et de se redonner les moyens de ne plus être dans... de plus, par exemple, laisser des partis politiques parler pour nous ou des personnes qui ne sont pas concernées parler pour nous, mais de nous-mêmes parler de notre propre histoire et d'être en action sur ce qu'on a réellement besoin. C'est trop bon. Il ne veut plus parler parce qu'il est blanc, il ne veut pas parler. Ça y est, oui, on se casse. Non, pour revenir un peu, en tout cas justement pour ce qui est de la mobilisation, une partie de la stratégie qu'on peut dévoiler en tout cas, je sais pas, mais ça permet de faire un peu de nouveau tout le lien, de se dire que tout ça, c'est un système très grand, bien sûr, très fort, etc. C'est que, en tout cas, dans l'histoire d'Nzoï, c'est déjà pourquoi prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur des tribunaux, c'est simplement parce qu'on voit aussi l'effet qu'on a. Je ne pensais pas pour rien que ces 3 affaires sont représentées là. C'est qu'il y a une mobilisation autour, sans quoi on sait que si Mike n'avait pas fait partie de Jean du Toit, si Hervé n'avait pas fait partie d'une communauté, et puis si Nzoï n'avait pas eu de la famille en Suisse, en fait, on n'en aurait certainement pas entendu parler de ces cas. De nouveau, on parle de chiffres qu'on n'a pas. On sait qu'en Allemagne, c'est 0,4% des cas de violences policières racistes qui arrivent au tribunal. Ici, ça n'existe pas. C'est à peu près la même chose en Angleterre. Donc, en fait, ces chiffres, il faut les avoir pour en fait continuer à faire ces analyses, à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Mobiliser, c'est aussi ça, c'est aussi permettre justement d'avoir des leviers pour, en tout cas au niveau institutionnel, politique, comme tu disais, ce qui a été fait autour du cas d'Nzoï, mais pas que, parce que ça concerne justement tous les cas, c'est de demander au Conseil d'État tous ces chiffres. Il y a une interpellation qui a été faite. C'est ce que vous faites à travers la commission pour Nzoï. C'est ce que fait la commission. La commission, elle a du coup participé à cette interpellation pour avoir ce nombre pour avoir ces statistiques, l'usage des armes par la police, contre qui, quand il y a des cas comme ça, comment c'est mené, sur les enquêtes, etc. Et ça, c'est des choses, il y a un truc juridique que tu peux utiliser, qui est la loi sur la L-Info, la loi d'avoir des demandes de transparence, et il y a aussi interpellé le Conseil d'État pour ça. Bien sûr, et on voit... Donc ça, c'est une chose. Mobiliser pour faire déjà que ces cas existent, c'est ce que font nos différents collectifs ou les collectifs avec qui on peut collaborer. C'est super important. C'est-à-dire que déjà, par exemple, pour le cas d'Nzoï, il n'y aurait pas eu une contre-enquête qui aurait pu être faite s'il n'y avait pas eu un soutien comme ça. Puis on voit que cette contre-enquête, elle contraint le procureur. Elle fait qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et puis déjà, toutes ces choses-là, il faut en avoir le cœur net, quoi. Je veux dire, il y a déjà ce truc de se dire, il faut absolument voir comment ça marche au-delà du truc le plus important qui est d'accompagner la famille. Il faut absolument pouvoir dire que c'est une chaîne pénale qui est complètement pourrie de racisme de l'intérieur. Et puis on est là à se dire, en fait, par exemple, pour prendre le canton de Vaud, parce que c'est là que ça se passe quand même, Kiboko avait eu une réponse de Béatrice Métro qui disait non, niveau plainte indépendante, on a tout ce qu'il faut en 2018-2019, c'était ça. Pourtant, en 2020, il crée un truc qui s'appelle le DISPO, sans communiqué de presse, sans rien. C'est le département d'investigation spéciale policière. C'est créé en 2020 au canton de Vaud. Personne ne sait ce que c'est, sauf qu'à la tête de ce truc, il y a quoi ? Il y a qui ? Il y a quoi ? Il y a qui ? Il y a Laurent May, qui est le procureur qui est en charge de l'affaire de Nzoï et de Mike Ben-Peter. Et puis on fout ce type, et puis on se dit, bon, bah voilà, on voit bien, c'est évident que, comme d'ailleurs dans tous les autres cas de violences policières racistes, que t'as une enquête qui est menée à décharge. T'as vraiment quelque chose qui est absolument bâclé sur tout le long, et en plus avec
je veux dire, si on devait faire un département spécial, ce serait aussi pour savoir comment encadrer une famille plaignante. Et en fait, là, c'est des gens qui n'ont pas le droit à des traductions, c'est des gens qui doivent prouver qu'ils sont proches de leurs proches, qu'ils sont proches de leurs frères pour le cas d'Enzo et pour pouvoir se constituer comme partie civile. Je veux dire, à tous les niveaux, on a un truc qui est complètement bâclé. Et puis on remarque un double standard général, c'est-à-dire qu'on incarcère un nombre de gens pour des délits mineurs du deal, de la loi sur les étrangers qui est phénoménale. Par contre, on n'arrive pas à avoir une enquête un peu sérieuse quand il y a quand même 6 personnes qui tuent quelqu'un, un policier qui tire avec un flingue à 3 reprises sur une personne, etc., etc. Et alors que ces doubles standards, dès le moment, il faudrait plutôt qu'ils soient dans l'autre sens. Puis c'est vrai qu'on a une Cour européenne des droits de l'homme qui demande à que s'il y a un caractère raciste potentiel, c'est-à-dire même pas avéré dans une enquête, que ce soit pris d'autant plus au sérieux. Et qui a condamné la Suisse pour racisme, d'ailleurs. Ça, on a tendance à l'oublier. C'était en février notamment. Gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est en fait, parmi les critères d'une enquête bien faite aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la rapidité. Donc, on voit bien que ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que tout ça prend beaucoup de temps. Et l'autre critère, c'est justement l'impartialité. Puis pour ça, en fait, on arrive à un moment où il y a, en tout cas dans le cas d'Enzo, la commission d'experts, elle est montée malgré elle, parce qu'en fait, on est devant une justice qui fait pas son travail, et que s'il devrait, et puis en disant, en fait, on sait bien que la justice a pu notamment avoir des enquêtes indépendantes comme on peut le demander. Ça a été le cas pour Skander Vogt, qui est mort dans sa cellule, qui a mis le feu à sa cellule pour se suicider, et en fait, l'État était bien obligé de faire quelque chose parce que, si je me rappelle bien, il y a eu des communications radio de la police qui a été diffusée où tu entends vraiment les types dire, les flics dire « Ah, s'il a mis le feu à sa cellule, il a qu'à assumer, quoi. » Et à ce moment-là, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, ils ont demandé, en même temps que l'enquête pénale, une enquête administrative indépendante qui a fait un travail énorme et qui a pu faire en sorte que l'affaire aboutisse à un truc qui ressemble à peu près, et encore de loin, à une justice, quoi. Donc, en fait, c'est tout ça qui est demandé aussi en parallèle, c'est de dire, en fait, vous avez les outils pour faire ça. Enfin, les outils, ils existent, et en fait, on voit bien, et ça, c'est pas une surprise, et c'est une surprise pour personne, c'est que ces outils de soi-disant état de droit, ils sont que pour certaines personnes, ou que dans certaines conditions. Et puis, je pense que c'est ça la stratégie de passer notamment par la justice, c'est de les contraindre. Et puis pour finir un peu là-dessus, aussi ce qui est demandé au Conseil d'État sur des plans plus politiques, c'est de dire comment on fait pour s'assurer qu'un ministère public fait bien son travail, quand tu sais que justement, de la part d'un prof d'université de Zurich, Mark Tommen, là, qui a fait tout un rapport, qui est en train de faire un rapport sur le travail de Laurent May en disant que l'affaire Mike-Ben-Peter, c'est le cas le moins bien mené de ces 10 dernières années. Donc on le sait, enfin voilà, c'est plus une question. Et puis qu'on pose la question au Conseil d'État, comment vous faites pour vous assurer du travail du ministère public, te répondent séparation des pouvoirs, on peut pas dire. Et puis en fait, de nouveau, état de droit, séparation des pouvoirs, c'est des espèces de trucs qui sont sortis comme ça, qui sont absolument creux, parce qu'on voit bien à quel point c'est fait que pour profiter à une certaine classe de la société. Et puis là-dedans, il faut déjà, du coup, avoir ces chiffres, constater ces choses, pour que la mobilisation presque commence à ce niveau-là. Donc en fait, on est devant une montagne de travail à faire qui est vraiment considérable, quoi. Ok, donc on va gentiment conclure. Il y en a qui ont des matchs de foot. Un match. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? En tout cas, je trouve que c'était une discussion qui était riche. Merci beaucoup d'être tous et toutes venus. Voilà, Merci. C'était très bien. Je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter quelque chose. Je sais pas, on peut se refaire une discussion locale. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà.